C'est un point central de la loi dite d'urgence agricole qui vient d'être adoptée au Parlement. La gestion de l'eau ou la gouvernance de l'eau est réformée pour répondre aux besoins de l'agriculture dans le contexte d'une multiplication des épisodes de sécheresse. D'ici 2035, la loi prévoit ainsi de doubler les stockages d'eau pour les usages agricoles. La gauche, les écologistes, mais aussi les ONG et les défenseurs de l'environnement dénoncent une concession faite à l'agriculture intensive et au-delà, un manque de vision sur ce que devrait être une véritable politique de l'eau au temps des canicules. L'eau est-elle toujours un bien commun ? Peut-on encore faire vivre la démocratie de l'eau ? Et nous en parlons avec trois invités. Simon Porcher, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences de gestion à l'université Paris-Dauphine. Vous avez publié Nous sommes faits d'eau aux éditions Les Corps Conducteurs. Nicolas Garnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général d'Amorce, Association nationale des collectivités pour la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie. Arnaud Delestre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Auxerre. Vous êtes premier vice-président de Chambre d'agriculture France, président de la Chambre d'agriculture de Lyon, agriculteur vous-même en charge du dossier de l'eau. Et vous êtes donc avec nous depuis Auxerre. Merci à tous les trois d'être au micro de Questions du soir. Un compromis a été adopté sur l'eau et je veux féliciter les parlementaires qui sont arrivés à ce compromis. Il n'y a pas de priorisation de l'agriculture dans l'usage de l'eau. Vous le dites clairement. L'eau est un bien commun qui doit être justement partagé. Mais je veux dire aussi qu'il y a très peu de stockage d'eau, très peu d'irrigation en France. 7% des terres sont irriguées en France. Comparé à d'autres pays, ça n'a rien à voir. On a besoin d'eau. Sans eau, on ne produit pas d'alimentation. Il faut pouvoir la stocker quand elle surabonde. Il y a des territoires entiers qui ont été inondés cet hiver. On pouvait en garder un peu de cette eau dont on manque aujourd'hui. Voilà, c'était la ministre de l'Agriculture Annie Genevard chez nos confrères et voisins de France Inter hier. Arnaud Delestre, c'est avec vous, si vous le voulez bien, que j'aimerais commencer cette émission. Cette loi dite d'urgence agricole répond-elle aux demandes des agriculteurs concernant la gestion de l'eau ? Oui, elle y répond bien sûr en partie. Pendant très longtemps, on a mis en avant la durabilité du système agricole français, la notion de souveraineté alimentaire aussi à reconquérir, quelque chose de très important. Et puis, on n'avait pas forcément les moyens en face qui étaient définis. Ce texte permet en effet d'avancer sur ces moyens, notamment sur l'eau, dont on va parler ce soir. Et puis, une précision que je pense nécessaire à amener, c'est que quand on parle d'accaparement de l'eau ou d'agriculteur, l'eau, elle n'est pas pour l'agriculteur. L'eau, elle sert à l'alimentation. C'est-à-dire que cette eau, on la retrouve dans les produits qui sont issus de l'agriculture, bien sûr, mais qui servent à l'alimentation de nos concitoyens. Donc voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir cette entrée-là qui me paraît primordiale. Et ça répond en effet aux demandes qu'il y a depuis plusieurs mois du mécontentement des agriculteurs sur les routes, en partie, en effet, sur cette partie de la ressource en eau et de cette protection qu'il y a. La ministre l'a dit, il y a quelques mois, on était en inondation sur une grande partie du territoire. Aujourd'hui, on est dans une sécheresse et j'en profite pour saluer l'ensemble de mes collègues agriculteurs là, qui sont dans une situation catastrophique sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des productions, car il est indispensable aujourd'hui de travailler sur ce partage de l'eau. On est là pour ça, car demain, on n'utilisera pas moins d'eau pour produire ce que l'on produit aujourd'hui, mais sans doute différemment. Nicolas Garnier, que retenez-vous quant à vous de ce texte et de cette loi ? Il fallait synthétiser, on a probablement évité le pire en termes de politique de l'eau, mais on n'a rien résolu. En fait, on a mélangé une loi agricole pour aider un monde agricole en grande souffrance et personne ne le conteste, et une loi sur l'eau. Et à un moment donné, effectivement, ce qui a fait très peur à tout le monde, il a fallu une mobilisation générale, j'allais dire, de tous les acteurs de la société. C'est-à-dire que c'était pas possible. On peut pas répondre à une souffrance agricole par une sorte de droit immodéré et prioritaire à l'eau, à la fois sur le plan quantitatif, c'est-à-dire le droit de prélever l'eau avant tous les autres usages, et le droit d'user à peu près de n'importe quel produit au-dessus de ces nappes d'eau au regard des questions de pollution. Donc s'il fallait effectivement synthétiser, le regret, c'est le péché originel, c'est d'avoir transformé une loi agricole en une tentative de politique de l'eau dont on a perdu le contrôle au Parlement. Alors, vous pouvez être plus précis, on a évité le pire, ça veut dire ?
Alors, on a évité effectivement un texte qui, à un moment donné, les navettes parlementaires, comme on dit, disait en gros un agriculteur qui veut faire une retenue collinaire. Alors, c'est peut-être l'occasion déjà de dire qu'il On faut, va en qu'il faut parler séparer les précisément, oui. différentes formes. Enfin, en gros, des formes de stockage de l'eau, des stockages liés à la pluie. On peut en faire autant qu'on veut. Et j'allais dire, les documents rédigés, les documents de planification qu'on va appeler les schémas directeurs, qui ont été construits collégialement par la société dans ce qu'on appelle des parlements de l'eau, on y reviendra tout à l'heure, on s'assoit dessus parce qu'il faut que les agriculteurs aient cette eau. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'était effectivement de se dire que on ne pouvait pas empêcher un agriculteur, au regard de ses souffrances, de le contraindre sur des usages comme des fertilisants, des pesticides. Ça, c'était je simplifie. Et effectivement, le texte final ne dit pas ça. Je rejoins les propos du vice-président de la PCA. Le texte final dit il faut développer des solutions de stockage, mais de manière collégiale, concertée, sans hiérarchie des usages, parce qu'à la fin, on n'imagine pas que le monde agricole ait l'eau avant l'eau potable des Français. Enfin, je le dirai peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui, on prévoit dans certaines agglos, potentiellement, des endroits où il n'y aura plus d'eau cet été. Donc, il faut quand même qu'on se dise qu'il ne peut pas y avoir une priorisation agricole. Et sur le plan des pollutions, on y reviendra également, il faut qu'on modère un certain nombre d'usages d'intrants chimiques, fertilisants en particulier, dans des très nombreux captages qui commencent à être pollués et préoccupants en termes d'usage et d'accès à l'eau potable pour les Français. Alors Simon Porcher, même question pour vous. Que retenez-vous de cette loi dite d'urgence agricole pour ce qui concerne la gouvernance et la gestion de l'eau dans notre pays ? La loi est passée par l'Assemblée et s'est beaucoup durcie en passant au Sénat. Donc le Sénat avait mis des amendements qui visaient à vraiment changer la gouvernance de l'eau, notamment dans la composition des comités de bassin qui sont les parlements de l'eau au niveau d'un bassin, dans laquelle on voulait donner beaucoup plus de pouvoir aux usagers économiques et donc notamment derrière aux agriculteurs. C'est pour ça que cette disposition était dans une loi d'urgence agricole. Alors même que l'eau, c'est un bien commun, comme l'a dit Amini, c'est même plus, c'est un patrimoine commun dans la loi française. Un patrimoine, c'est quelque chose qui nous précède et qui va nous survivre et dont il faut prendre soin pour les générations futures. Donc l'amélioration de la qualité de l'eau, c'est pas un fantasme, c'est pas un mythe, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, pour lequel il faut se battre vraiment de façon quotidienne. Limiter la pollution de l'eau, évidemment, mais aussi promouvoir l'accès à l'eau. Et donc l'idée de prioriser quand même un usager vis-à-vis des autres, soulever des questions. Et d'ailleurs, même le MEDEF, donc les représentants des entreprises françaises, qui ne sont pas franchement des militants écologistes, ont été assez surpris par certaines dispositions de la loi et donc demandaient à ce qu'on rééquilibre la gouvernance en faveur de tous les usages. Donc c'est important d'avoir du dialogue, des discussions, et c'est important d'avoir en tête aussi que l'eau est utile et utilisée dans absolument tous les usages humains et économiques, mais aussi pour la nature, pour les milieux naturels. Et donc, quand on réintroduit certains polluants, il faut aussi penser à l'impact que ça peut avoir sur les milieux naturels et les écosystèmes. Alors, il y a un point très important qu'il faut aborder, Arnaud Delestre, c'est le doublement prévu par ce texte des volumes de stockage d'eau à des fins agricoles d'ici 2035. Quel sens a cet objectif national ? Puisqu'il y a des réalités locales très diverses entre le sud-ouest, le nord, les diverses régions de notre pays. Quel sens peut avoir cet objectif national et qu'est-ce que ça implique localement ? Ce qu'il faut, je pense, c'est remettre bien le contexte dans lequel on est. Vous l'avez dit, tous les bassins ne sont pas forcément égaux face à l'accès à l'eau. Pendant très longtemps, on a eu la chance d'avoir un climat océanique tempéré qui nous a permis, en effet, d'avoir une irrigation naturelle, c'est-à-dire des pluies réparties tout au long de l'année qui nous évitaient d'avoir recours à l'irrigation. C'était moins vrai sur la partie du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, où, bien avant nous, si je remonte, les Romains avaient déjà travaillé sur les canaux. Et d'ailleurs, c'est un endroit où il est plus simple de parler eau que quand on passe à la moitié nord de la France. Par contre, depuis quelques années, tout le monde le constate, on a pu cette répartition au fil de l'année de l'eau. Donc on a des périodes vraiment de fortes pluies qui entraînent souvent des inondations. Et puis des périodes de sécheresse. Donc pour nous, c'est quelque part du bon sens de pouvoir stocker l'eau à un moment donné quand elle est en excès et de pouvoir, au moment où tout le monde en a besoin, et c'est ce qu'on vit en ce moment, ne pas être sur la même ressource, c'est-à-dire permettre en effet qu'il y ait moins de tension, notamment sur l'eau potable, ce que j'entends bien et on le vit aussi dans notre région de Bourgogne-Franche-Comté, des endroits assez délicats aujourd'hui sur l'accès à l'eau potable pour les habitants. Donc ce qu'il faut, c'est juste rentrer dans ce fait que le changement climatique emmène à ce qu'il y ait une différenciation au cours des saisons.
qu'on ne connaissait pas avant. Donc la logique, elle est là, c'est qu'on aura besoin d'autant d'eau demain, un minima, pour faire pousser l'alimentation des Français, comme je le disais. Et donc il faut pouvoir gérer cette eau et ne pas être en crise tous les ans au mois de juillet, août. Alors cet objectif de stockage de l'eau qui serait doublé d'ici 2035, est-ce que c'est du bon sens, pour reprendre les mots d'Arnaud Delestre, pour vous, Nicolas Garnier? Alors, l'idée que la gestion de l'eau intègre davantage des capacités ou des formes de stockage, moi je pense que c'est aujourd'hui acté, d'une certaine manière. De là, en faire un objectif de doublement qui est quand même un peu, comment dire, irrationnel et pas complètement construit, et gênant. Et puis le deuxième élément, c'est le seul objectif qui émerge de cette loi, c'est qu'il faut doubler le stockage. Donc si vraiment on a voulu traiter la question de l'eau dans ce texte, le premier objectif, c'est peut-être la sobriété. En France, en gros, la France, pour fonctionner, a besoin de 30 milliards de mètres cubes d'eau. C'est un gros chiffre, mais il faut en avoir. La moitié sert aux centrales nucléaires. Ce qui, au passage, me permet de faire un petit aparté en disant, quand on veut électrifier la France, il faut quand même faire attention en termes de fragilité du modèle, parce que vous l'avez vu, les centrales nucléaires peuvent à un moment donné être en difficulté pour se refroidir. Fin de la parenthèse. Deuxième élément, effectivement, le reste se partage entre les activités économiques, les industries, le monde agricole et la potabilité, c'est-à-dire les collectivités locales et l'eau potable qu'on a au robinet. Effectivement, le pays, s'il veut d'abord traiter la situation actuelle, il faut quand même savoir qu'à l'heure où on se parle, 99% des départements sont en arrêté sécheresse. Ça veut dire que toute la France est en situation dite de restriction sur les usages de l'eau. Effectivement, quand un acteur dit « moi, je veux capter de l'eau à un moment donné de l'année », la première question à se poser, c'est est-ce que ça n'a pas d'impact sur la capacité à ce qu'on appelle recharger les nappes ou les fleuves, c'est-à-dire si vous captez de l'eau à un moment où de bon sens, on se dit oui, c'est le bon moment, c'est l'hiver. Il faut s'assurer que cette eau-là ne va pas empêcher la recharge des nappes et ce qu'on appelle l'étiage des fleuves, c'est-à-dire la capacité d'un fleuve à être suffisamment haut et avec de l'eau suffisamment fraîche. Première question. Deuxième question qui était posée, c'est est-ce que ces unités ont été décidées collégialement? Et c'est vrai que le texte était flou, maintenant est un peu plus clair, un peu plus rassurant. Troisième élément qui a été même tenté à un moment, puisque tout à l'heure Simon parlait de ce passage au Sénat, il était question à un moment donné que ces stockages ne puissent être utilisés que pour le monde agricole et pas les autres. Et donc là, il a fallu se battre aussi pour dire si jamais on avait à stocker intelligemment, après concertation, après évaluation des impacts sur la capacité à assurer les ressources en eau, il faut que ce soit pour tout le monde. Enfin, je veux dire, si le monde agricole... Donc ça, c'est un premier problème. Puis le deuxième problème qui était posé, et ça a été dit, c'est que au nom de ce besoin de stocker l'eau, il était question effectivement de revoir la gouvernance. Ça pose une autre question, c'est quel doit être le poids du monde agricole dans ces fameux parlements de l'eau, sachant que la position des collectivités locales, je rappelle, les collectivités locales aujourd'hui financent la politique de l'eau à 80%. C'est-à-dire que dans votre facture d'eau, les 5 euros le mètre cube que chacun d'entre nous paye, à peu près, c'est 5 euros le mètre cube, il y a à peu près 5-10% qui sont des redevances qui financent les agences de l'eau. Et ces agences de l'eau, c'est elles qui financent tout, finalement, aujourd'hui, en termes d'aide, y compris de l'accompagnement agricole, etc. Et à un moment donné, la question se pose, c'est pourquoi le monde agricole aurait un surpoids dans ces parlements de l'eau, alors qu'aujourd'hui, ils pèsent peu sur le financement et sont très demandeurs d'aide. Donc il y a un débat qui va s'ouvrir probablement sur, quand on veut participer à une décision, il faut aussi participer à son financement, et les collectivités trouvent qu'elles sont pas assez ou doivent garder un poids très important à la décision finale, y compris parce qu'elles représentent l'intérêt général. Une collectivité, ça défendra et l'agriculture, et le monde économique, et les populations. Alors Simon Porcher, je vous fais réagir vous aussi sur cet objectif national fixé par la loi d'un doublement des capacités de stockage d'ici 2035. Je ne me prononce pas vraiment sur le niveau d'évolution du stockage. Par contre, sur le besoin du stockage, c'est sûr qu'on a un réchauffement climatique, on a des pluies de plus en plus importantes à certains moments et à certains endroits, puis on a après des périodes de sécheresse. Donc il y a quand même l'idée d'essayer de récupérer un maximum de ces eaux de pluie pour pouvoir les réutiliser après, ou pour pouvoir même les rejeter dans des rivières pour soutenir le débit des rivières, ou pour pouvoir même les infiltrer dans les nappes. Mais il y a une question qui est importante sur le stockage, c'est l'idée de stockage naturel, dont on parle assez peu, parce que quand on parle d'un stockage, on pense tout de suite à un barrage, on pense à une bassine, méga bassine, donc une retenue de substitution, on pense à des retenues collinaires donc, qui ont été mentionnées, donc ça c'est de l'eau de pluie justement qui va ruisseler dans un ouvrage et qui va être utilisé après, donc stocké et utilisé après. Mais en fait, il y a le stockage naturel, donc le stockage dans les nappes, justement. Et donc ça, il faut privilégier justement le fait que l'eau puisse arriver dans les nappes. Et donc pour ça, il faut aussi prendre soin des sols. Donc il y a de l'eau qui est stockée naturellement dans les sols, qui ensuite va ruisseler, enfin va s'infiltrer dans les nappes. Et puis il y a aussi du stockage dans les rivières et dans les lacs naturels. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier, mais en prenant plus soin des sols, en prenant
plus soin des nappes aussi, en ne pompant pas trop dedans, en faisant en sorte qu'elles puissent absorber l'eau. Et là, la loi est trop restrictive, elle se cantonne à certains aspects de la vie économique, de la vie agricole, et elle n'intègre pas toutes ces questions que vous mentionnez. Je pense d'une manière générale, n'intègre pas différentes formes de stockage, donc dont le stockage naturel, mais aussi même différentes formes d'agriculture, parce que il n'y a qu'un article sur le bio n'est mentionné qu'une fois dans la loi, et puis on parle absolument à aucun moment d'agroécologie, donc de toutes les nouvelles manières de produire, enfin toutes les manières ancestrales même de produire en agriculture, qui s'inspirent du fonctionnement des milieux naturels et qui visent à être plus respectueux de la nature. Alors Arnaud Delestre, l'autre actualité de ces dernières heures, c'est un communiqué de la coordination rurale qui appelle déjà les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau. Qu'en pensez-vous de cette position de ce syndicat agricole qui se positionne déjà dans une attitude de non-respect des normes ? Alors, je vais répondre à cette question. Je voulais juste rajouter 2 mots sur les propos de Nicolas Garnier rapidement. Mais bien sûr que le remplissage des différentes réserves qu'il peut y avoir doit se faire qu'après autorisation, à partir du moment où les nappes sont déjà rechargées. Voilà. Pour nous, bien comprendre aussi que la gestion de l'eau, elle est déjà très encadrée. On ne peut pas remplir une réserve de substitution si la nappe n'est pas à un certain niveau. Voilà. Bien sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et voilà, pour moi, c'était important de répondre à ça. Et puis que c'est pas parce qu'on a une loi qu'on ne travaille pas non plus sur les sols et sur l'agronomie. C'est aussi un sujet qu'on travaille beaucoup au niveau des chambres d'agriculture. Mais en effet, accompagner le sol à pouvoir emmagasiner et conserver davantage d'eau, ça fait partie aussi des leviers qu'on met en place et qu'il faut continuer avec la mise en place de couverts et autres. Sur votre question, pour y revenir, moi je ne suis pas porte-parole de la coordination rurale. J'estime qu'on a des cellules sécheresse aujourd'hui dans chaque département, toutes les semaines, qui permettent justement d'être autour de la table avec l'État, avec l'ensemble des acteurs. Et c'est pour moi en local que cela doit se décider. Et voilà, et qu'il faut respecter absolument ce qu'il y a entre les différents utilisateurs de l'eau, que chacun puisse s'y retrouver. Ça a été dit à plusieurs fois et je le partage. C'est un bien commun qui doit être partagé, comme son nom l'indique, entre tous les acteurs. Et donc pour moi, c'est ces cellules locales qui suivent de très très près l'évolution des ressources qui doit servir pour adapter l'irrigation. Ensuite, je comprends bien sûr le désarroi des agriculteurs dans cette période très compliquée que nous vivons aujourd'hui. Alors Nicolas Garnier, quelques mots sur ce communiqué de la coordination rurale. Il y a un terme qui arrive dans le débat automatiquement, c'est le mot de conflictualité qui apparaît autour de cet usage de l'eau aujourd'hui. Ouais, c'est difficile de réagir à de tels propos parce que fondamentalement, on va se dire, si on n'est plus en état de droit, où va-t-on ? Si on fait des lois, si on fait des réglementations, et s'il y a une démocratie qui fonctionne et qu'on dit on ne les appliquera pas, où va-t-on ? En même temps, on comprend la détresse et je pense que c'est aussi l'occasion de dire quand même que le dérèglement climatique est là et que c'est l'occasion d'en parler aussi. C'est que depuis trop longtemps, on a été insuffisamment mobilisé sur le sujet. Voilà, il est là. Ça va coûter cher. La conséquence du dérèglement climatique et que probablement la réponse à la coordination c'est il faut appliquer la loi sinon on va tous partir en sucette, mais pour autant il va aussi falloir mettre en place des dispositifs de compensation, on va peut-être y revenir parce que à un moment donné si le monde agricole est en très grand danger, il faut l'accompagner sur la voie de la vertu dont on parlait tout à l'heure et on parlera probablement des nouvelles pratiques agricoles et on n'est pas forcément d'ailleurs obligé d'aller dans l'agriculture bio, il y a plein de passages intermédiaires, mais le changement de cette agriculture et une vraie gestion de l'eau va coûter de l'argent et l'un des grands sujets c'est qui va payer la facture de cette mutation, de cette nouvelle politique de l'eau et il nous semble nous qu'aujourd'hui il faut quand même savoir que l'eau coûte pas cher, j'ai oublié de le dire mais je pense que c'est important, on est en train de parler d'un bien, tout le monde dit il est souverain, c'est la ressource première, c'est plus important que l'énergie, que l'aliment, etc. Est-ce que vous savez combien coûte l'accès à un mètre cube d'eau dans la nature ? Je vais vous le dire, pour un agriculteur, pour vous et moi c'est 7 centimes. Parce qu'en fait, c'est juste le coût du prélèvement. Ensuite, ce que vous payez dans les 5 €, c'est surtout des infrastructures, des tuyaux, des stations d'épuration. Nous, on paye le droit d'accès à l'eau, fixé par les agences de l'eau, c'est 7 centimes le mètre cube. Un agriculteur, c'est 1 centime le mètre cube. Une centrale nucléaire, c'est 0,01 centime. Ça veut dire qu'on parle d'un bien absolument essentiel qui est quasiment gratuit pour tout le monde. Donc se pose la question en particulier de faire payer plus cher ceux qui surconsomment, y compris pour vous et moi, parce qu'on va peut-être parler un peu des populations, il faut quand même que je balaye devant ma porte en tant que représentant des collectivités. Il y a vraiment des moyens d'économiser l'eau, il y a des surconsommations d'eau, le fait de se dire qu'aujourd'hui un mètre cube d'eau pour boire et un mètre cube d'eau pour remplir sa piscine sont au même prix dans ce pays et que le premier mètre cube d'un agriculteur qui gérerait bien son eau et le dernier mètre cube d'un agriculteur, désolé de le dire, qui gérerait mal son eau sont au même prix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a un sujet sur le prix de l'eau, il y a aussi un sujet, on y va revenir, sur le prix de la pollution et d'appliquer pollueur-payeur plutôt que usager-payeur qui est en train de se mettre en place et qui va coûter très cher aux Français au lieu de coûter très cher à Bayer et Monsanto, mais c'est juste pour faire la transition. Alors on évoquait le stockage de l'eau il y a quelques minutes sur cette antenne, donc dans
ce numéro de questions du soir. Donc cette question du stockage de l'eau avec les méga-bassines. Écoutez à ce propos ce que disait l'ancien maire de la commune d'Amuret dans les Deux-Sèvres, Jean-Jacques Guillet, dans un documentaire de Sophie Averti pour France Télévisions, France 3 en l'occurrence. Y aura-t-il de l'eau cet été ? Une bassine aujourd'hui, c'est entre 2, 3, voire 4 millions d'euros suivant sa taille, avec 80% d'argent public, pour à chaque fois moins de 10 agriculteurs. Ça peut paraître un peu surprenant quand même, quand on a l'eau sous les pieds, de vouloir la stocker au soleil. Mais si en plus on prévoit de remplir ces bassines avec l'eau des nappes phréatiques, qui elle est la partie la plus fragile du cycle de l'eau, c'est encore pire. La loi sur l'eau est très claire. Il y a une priorité des usages. Le premier usage, c'est évidemment l'eau potable pour les femmes et les hommes et pour les animaux. En second, il faut préserver les zones humides. Et en trois, on parle de l'eau économique. C'est les centrales nucléaires, l'industrie, mais chez nous, c'est l'agriculture. Il a fallu 15 ans avant que, enfin, la justice, après tous les appels, dise finalement ces bassines sont illégales parce qu'elles prélèvent dans le milieu plus que ce que le milieu peut fournir. Voilà un extrait du documentaire de Sophie Averti. Y aura-t-il de l'eau cet été ? Avec ce témoignage qui nous vient des Deux-Sèvres, Simon Porcher, on tourne autour de cette même idée de conflictualité que j'évoquais tout à l'heure. On se souvient de Sainte-Soline, des événements très graves évidemment. Est-ce que la guerre d'usage pour l'eau a commencé ? Mais pour moi, elle a toujours existé, plutôt. Par contre, il y a des conflits, effectivement, comme Sainte-Soline, qui cristallisent ces guerres de l'eau, entre guillemets, mais en tout cas des conflits importants entre deux visions du monde. D'un côté, ceux qui disent qu'il faut avoir des solutions technologiques pour essayer justement de stocker de l'eau ou de toujours pouvoir utiliser le même volume d'eau. Et puis d'un autre, ceux qui disent non, il faut s'adapter à l'évolution de l'eau. Avec le réchauffement climatique, on sait qu'il va y avoir de moins en moins d'eau disponible, tout simplement parce qu'il fait de plus en plus chaud, donc il y a de plus en plus d'évaporation. À 2050, on va avoir 20% d'eau en moins disponible sur le territoire. Et donc certains disent non, il faut juste s'adapter et utiliser moins d'eau, voire être sobre, diminuer nos prélèvements en eau et mieux hiérarchiser nos usages. Alors je tiens à dire quand même que Sainte-Soline, c'est un grand conflit évidemment qui a été bien couvert par les médias, mais que partout en France, il y a plein de mini-Sainte-Soline, il y a plein de mini-conflits autour de l'eau. Et je pense qu'il y a vraiment un risque de crise type gilet jaune de la part de la population française dans les zones rurales qui en a marre d'avoir son eau polluée en réalité, et qui s'inquiète beaucoup autour de la gestion de cette ressource sur laquelle la population d'une manière générale n'est quasiment jamais consultée, voire jamais consultée. Arnaud Delestre, de votre côté, est-ce que vous ressentez cette conflictualité et quel impact cela a-t-il sur votre action ? Oui, on le ressent forcément, on entend tous les débats qu'il y a. Et encore une fois, moi, ce qui m'étonne quelque part, c'est que cette notion de discussion, d'échange sur l'eau n'est pas le même dans les différents secteurs. Ça a été évoqué tout à l'heure, on est en pleine constitution des schémas directeurs, des SDAGE dans les différents bassins, dans toute la France. Et il se trouve que, voilà, je cite souvent la même chose, mais c'est une réalité, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui travaille sur l'eau depuis des siècles et des décennies. C'est une question qui est assez simple à poser, celle des retenues aussi, qui arrive à faire l'unanimité, qui ne cristallise pas. Ce SDAGE a été le premier qui a été voté à l'unanimité. Donc pour dire que là où il y avait déjà cette habitude de devoir travailler avec l'eau, parce que c'était une nécessité, les habitudes ont été prises, les discussions sont beaucoup plus apaisées avec l'ensemble des acteurs, parce que autour de la table, il y a la même composition dans ces commissions. Par contre, dès qu'on est sur la moitié nord de la France, on voit que on touche quelque chose qui était historiquement pas présent et qui est compliqué pour les différentes personnes d'appréhender, en tout cas de façon pragmatique, je trouve, sur cette question de stockage, notamment d'eau, pour l'utiliser quand il y a trop de tensions. Et je pense que c'est vraiment le bon sens. Nicolas Garnier, la question de la conflictualité, c'est une donnée maintenant des politiques de l'eau ? Oui, mais encore une fois, les SDAGE dont on vient de parler devraient... on peut préciser ce que c'est un SDAGE quand même, un schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Voilà. En gros, c'est le texte qui est censé définir de combien d'eau on va avoir besoin sur un territoire. Alors, on a peut-être oublié de dire à vos auditeurs que, en gros, la France de l'eau est organisée par bassin,
un bassin correspondant à un fleuve. En gros, donc il y a 7 bassins en France. La carte, c'est pas des cartes par région. Et en fait, nos parlements de l'eau s'organisent autour de ces bassins qui sont les grands fleuves français. Donc il y a un bassin Loire, voilà, un autre qui s'appelle Rhin-Meuse, un autre qui s'appelle Rhône-Méditerranée. Vous imaginez bien les fleuves qui vont derrière. Et effectivement, ces documents doivent normalement établir comment va évoluer les besoins en eau, y compris au regard des canicules, des évolutions de l'évaporation qui est en train de se mettre en place de manière très accélérée avec le dérèglement climatique, et aussi comment elle est répartie. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on a une grande difficulté, parce qu'on l'a dans d'autres domaines environnementaux, quand on commence à dire qu'il va falloir répartir une ressource qui est en quantité limitée, il faut un texte. Et un texte qui, à un moment donné, est un peu plus prescriptif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il fallait faire aussi l'autocritique du système actuel, parce qu'on en a dit du bien, ce Parlement de l'eau, ces schémas directeurs, c'est qu'ils n'ont probablement pas complètement rendu leur office du point de vue de la capacité à répartir l'eau. J'insiste sur le fait d'ailleurs que dans le projet de loi, Amorce avait fait passer des objectifs de sobriété et des objectifs de répartition. En disant, voilà, par bassin, il faudra que le monde agricole essaye de se maîtriser dans tel volume, il faut que le monde économique se maîtrise, et ensuite, il y a des sous-bassins qui correspondent aux rivières, si vous m'avez suivi, dans lesquels on va transposer ces objectifs par petites mailles. Et à la fin, on a quand même normalement un dispositif qui doit organiser plutôt que de se taper dessus, et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça arrive par le monde agricole, mais je disais en boutade hier soir à un collègue ou un ex-ministre, si demain, il y a un texte sur l'économie française qui dit que les centrales nucléaires doivent passer avant l'agricole, enfin, on s'en sort plus. Donc, il faut accepter l'idée quand même de cette hiérarchisation qui a très bien été expliquée par le maire. Enfin, d'abord potabilité. Ensuite, il y a la question de l'agriculture. Ensuite, la question de l'énergie. L'inverse serait quand même un échec. Et je pense quand même qu'on a probablement, et je le redirai peut-être une autre fois tout à l'heure, mais on n'a résolu aucun problème avec cette loi. Il faut une grande loi sur l'eau capable de se fixer des objectifs de sobriété, des objectifs de réutilisation, des objectifs d'efficacité et des objectifs aussi de dépollution. Aujourd'hui, on n'a rien dans cette loi qui ressemble à une loi sur l'eau. Alors Simon Porcher, quel est le bilan de santé, cette démocratie de l'eau à la française? On parlait de ces instances locales. Est-ce que tout cela est satisfaisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans une gouvernance peut-être plus délocalisée? Au niveau mondial, on est vu comme un très bon exemple, parce qu'on a été un des premiers pays qui a eu cette gouvernance de l'eau par bassin. La directive européenne, d'ailleurs, s'inspire du modèle français en disant que c'est un bon modèle de gouvernance de l'eau. Dans certaines statistiques internationales, sur certains indicateurs, on est vu comme le modèle de gestion intégrée de la ressource en eau, parce qu'on a à la fois des parlements de l'eau qui représentent les différents usagers, les différents élus locaux et l'État, au niveau de chaque bassin, mais aussi on a des financements dédiés à la politique de l'eau. On a des agences de l'eau qui lèvent des redevances, donc des formes de taxes, et qui redistribuent sous forme de subventions. Donc on a un financement dédié à l'eau. Et donc on est vu comme étant un bon exemple, mais néanmoins c'est pas parce qu'on est un bon élève qu'on ne peut pas s'améliorer. Et donc on voit bien que dans la gouvernance de l'eau, même si elle est très bien répartie, il y a quand même des questions qui se posent en matière de... On n'arrive pas à éviter tous les conflits. Il y a des questions qui se posent en matière de représentativité des différents acteurs. Et moi je pense surtout à la représentativité des usagers non économiques, donc des usagers de l'eau potable, qui sont représentés via les élus locaux, mais les élus locaux aussi représentent les intérêts économiques, peuvent être source de lobbying aussi, ou être cible de lobbying. Donc, c'est pas directement une consultation citoyenne quand on a les élus locaux dans la place. Donc ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, ce sont les milieux naturels, qui sont représentés via des associations environnementales, mais c'est très difficile de donner une voix aux milieux naturels, alors même que la protection des écosystèmes, c'est aussi une des priorités des usages de l'eau. Dans les priorités, on a l'eau potable, la salubrité, la santé publique, la sécurité civile, la lutte contre les feux, dont on voit bien ce à quoi ça fait référence aujourd'hui, et puis la protection des écosystèmes. Et après viennent tous les usages économiques. Donc on a quand même cette représentativité, à mon avis, des milieux naturels et de la population de façon générale, des citoyens, qui doit être renforcée. Alors Arnaud Delestre, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, à entendre Simon Porcher. On a un des meilleurs modèles au monde, et puis tout de même cette conflictualité, tout de même ces problèmes, tout de même cette nécessité de faire une loi. Qu'en est-il? Comment se porte cette démocratie et cette gouvernance de l'eau au niveau local? Il est évident, moi je rebondis sur le fait qu'en effet, je pense quand même se saluer des instances qu'on a aujourd'hui et de la structuration qu'il y a au niveau de chaque bassin et au niveau de chaque rivière, avec les comités locaux de l'eau qu'on a aussi au niveau des rivières. Ça, je pense que c'est un endroit d'échange qui est indispensable. Aujourd'hui, ça n'empêche pas, en effet, que quand on met tout le monde autour de la table, on n'est pas forcément d'accord sur l'ensemble. Et ce qui est plus important, et on l'a connu, on est au début de ces travaux sur le SDAGE, j'y reviens parce que c'était assez aussi emblématique des demandes de la profession agricole de changer cette gouvernance.
je ne partage pas tout à fait le fait que les consommateurs ne soient pas représentés. En effet, chacun peut avoir plusieurs casquettes, mais les élus représentent à peu près 40% des comités de bassin. Les acteurs non économiques représentent 20%, et donc 20% également pour les acteurs économiques, et les derniers 20%, ce sont les services de l'État. Donc voilà, pour moi, il était évident qu'avec 20%, les acteurs économiques ne se sentaient pas entendus. Ça a été le cas au début de toutes les discussions sur le SDAGE, fin d'année dernière et en début d'année, et sur le fait que forcément, c'est des comités de bassin qui sont entre 120 et 180 personnes, et donc il y a entre 4 et 6 agriculteurs qui siègent. Donc comprenez bien que s'il n'y a pas d'écoute active et d'échange au moment du vote, forcément, le poids des agriculteurs n'était pas du tout pris en compte. On est monté un peu au créneau, en effet, pour demander à être davantage écoutés. Il y a des commissions agricoles qui existaient dans certains, qui fonctionnaient bien, qui n'existaient pas dans d'autres bassins. Ça a été remis dans la plupart des bassins. Je pense qu'il est important de s'appuyer et d'avoir un vrai lieu d'échange. Le monde agricole, comme les autres milieux, ne peuvent pas juste être gérés en plénière en quelques heures. Il faut qu'il y ait vraiment des débats de fond qui se posent et qu'on ait des commissions ad hoc qui permettent l'expression de chacun, la compréhension aussi des autres, pour trouver la meilleure répartition. Et notamment, derrière l'agriculture, je le redis, c'était mes propos du démarrage, il y a la question de l'alimentation en premier, qu'il ne faut pas négliger quand même, surtout en ce moment avec les problèmes géopolitiques que l'on connaît. Alors cette démocratie de l'eau avec ses aléas, ses avancées, ses reculs, parfois on en parlait il y a quelques mois à l'occasion d'une mesure prise par le Premier ministre Sébastien Lecornu, un moratoire sur la politique de l'eau, lequel moratoire n'a pas manqué de faire réagir l'opposition. Vous avez décidé d'un moratoire sur toutes les décisions relatives à l'eau. Votre moratoire sur l'eau n'est pas une pause, c'est un renoncement aux années de travail collectif, un renoncement à notre responsabilité envers les générations futures. Face aux colères agricoles légitimes, vous n'apportez qu'une seule réponse, sacrifier l'environnement, comme si continuer d'abîmer nos ressources en eau pouvait sauver nos fermes. Cette logique est mortifère. Laissez les commissions locales de l'eau achever leur travail. Les schémas de l'eau sont des actes démocratiques exemplaires. Vous les piétinez pour céder aux calculs politiques court-termistes. L'eau est un bien commun, pas une variable d'ajustement politique. Alors Nicolas Garnier, il faut rappeler le contexte de ce moratoire. Il s'agissait de court-circuiter, en l'occurrence, les travaux d'une commission locale de l'eau dans le bassin de la Vilaine, et donc empêcher l'adoption du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc ce SAGE, qui est le plus grand de France, et qui prévoyait des mesures favorables à l'environnement. Comment interprétez-vous ce geste du Premier ministre ? Un immense constat d'échec de la politique de l'eau en matière de préservation qualitative, c'est-à-dire de limitation des pollutions. En fait, ce qui s'est passé à Haute-Vilaine était en train de se passer un peu partout. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France est alimentée par 33 000 captages d'eau. Sur ces 33 000 captages d'eau, on peut considérer qu'il y en a à peu près un tiers sur lequel il y a un niveau de pollution préoccupant. On n'est pas à la limite de potabilité, mais on est à un niveau entre 80% de la valeur limite et 100%. Ça veut dire que la situation est très préoccupante. C'est potable, mais il ne faudrait pas que ça dure. On en a à peu près 1150 sur lequel on est en dépassement de potabilité. D'accord ? Ça veut dire que là, l'eau n'est plus strictement potable. On met en place des dérogations. Et ça fait des années, on a mis en place des plans phyto, on s'est fixé un objectif de ce qu'on appelle le bon état des masses d'eau à 100%. On n'est même pas à 50% des masses d'eau. Voilà, ça veut dire qu'il y a 75% de la population à peu près qui a eu de l'eau totalement potable toute l'année, et ce qui veut dire qu'il y a 25% sur lequel il y a eu un moment où il y a eu des pics. Passage, c'est pas dangereux, vous pouvez la boire, c'est très ponctuel. Et puis des fois, c'est trop. Donc en fait, ça fait des années qu'on voit émerger à la fois des pollutions qui ont été interdites, mais trop tard, on peut s'en citer un certain nombre, et puis il y en a d'autres qui sont des pollutions, et là on tombe dans la schizophrénie ou l'hypocrisie, où on dit, et c'est autant la faute de l'État français, au sens global, je ne fais pas de politique, que de la Commission européenne, c'est vous n'avez pas le droit d'avoir dans l'eau des molécules qu'on a le droit d'utiliser au-dessus de l'eau. En gros, dans le monde agricole. Et c'est ça, aujourd'hui, la loi française et le cadre réglementaire. Donc, du coup, l'un des sujets qui arrive avec cette crise dite de Haute-Vilaine, c'est, à un moment donné, un protocole qui va à son bout, qui prévoyait en gros que quand on se rendait compte qu'il fallait limiter les intrants chimiques à un endroit sur un captage qui était très pollué, il fallait dire aux agriculteurs stop. Stop ou modérer, parce que c'est pas zéro forcément, c'est vous allez devoir réduire. Et là, au lieu d'imaginer un modèle, et on en parle de temps en temps avec la PCA, où on va
compenser l'agriculteur. Parce qu'effectivement, dire à un agriculteur, l'eau est polluée, y compris pour des raisons qui datent de 30 ans, 40 ans, 50 ans, et toi, tu ne vas plus pouvoir utiliser d'autres pesticides, je peux comprendre partiellement un sentiment d'injustice. Mais la question était de savoir comment on compensait. Comme on n'a pas trouvé ces systèmes de compensation qui disaient, pendant les 5 prochaines années, vous allez muter vers une autre agriculture, mais on va vous compenser. On a eu des systèmes, il y a ce qu'on appelle les MAEC, les paiements pour services environnementaux, on les aide un peu. Mais on n'a pas mis en place ce système-là. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, et ce qu'on dit avec un certain nombre de collectifs, c'est de dire pourquoi l'acteur principal de cette crise n'est dans aucune discussion que sont l'agrochimie française. En gros, on a un acteur qui met sur le marché des pesticides et des fertilisants, Bayer, Monsanto, Chimchina, au passage des entreprises internationales qui gagnent beaucoup d'argent, qui provoquent ces pollutions par l'usage fait par les agriculteurs, mais qui sont quelque part un intermédiaire, et qui finalement n'apparaissent nulle part, ne payent rien, etc. Donc la proposition qu'on a fait voter une première fois en commission, pendant le débat, qui a été retirée en plénière, désolé, je suis un peu technique, mais elle a été votée une première fois à l'Assemblée, c'est de dire le système de compensation pour accompagner le monde agricole vers des nouveaux usages et éviter ce type de crise va être payé par celui qui met sur le marché le pesticide et le fertilisant, c'est-à-dire Monsanto, Bayer et les autres. Ça rapportait 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, c'est globalement ce qu'il manquait pour, sur les 20 prochaines années, accompagner le monde agricole vers ces évolutions et aussi financer le traitement, parce qu'il y a des endroits où on va devoir traiter, malheureusement. Il faut savoir que les collectivités sont en train de réfléchir à des plans de financement parce qu'elles subissent, elles sont en bout de chaîne, elles doivent offrir de l'eau potable et elles disent, si j'ai pas réussi, elles ont très peu de moyens pour contraindre le monde agricole. C'est le rôle du préfet. On n'a pas beaucoup parlé de l'État, mais il y a la responsabilité de l'État dans cette histoire. Le préfet, il est le représentant de l'État, il devait interdire et il l'a pas fait. Et la question va être de traiter la somme de tout ça, soit finalement on le fait payer à Monsanto, Bayer et les autres, qui gagnent beaucoup d'argent, soit nous allons voir la facture d'eau augmenter de 30, 40, 50%, et ça serait très injuste, et on peut imaginer, Simon en parlait, une opération aussi gilet bleu, des gens qui disent je ne paierai pas pour ces industries de la pollution. Je crois qu'Arnaud Delestre voulait réagir également depuis Auxerre, donc ce moratoire, donc une situation de crise, et un État qui reprend la main, voilà, une situation de crise pour vous. Oui, je voulais surtout remettre le contexte qui a été dit du moratoire. On était en pleine crise agricole au moment où le moratoire est sorti, et c'était aussi une question de calendrier, c'est-à-dire qu'on était à marche forcée dans l'écriture de ces différents textes, et la profession agricole demandait absolument qu'on ait le temps de pouvoir poser les choses, de pouvoir débattre justement des incidences qu'il peut y avoir pour le monde agricole, et c'était le but de ce moratoire au démarrage, qui n'a pas vraiment fonctionné d'ailleurs, mais on a réussi à obtenir, notamment sur ces fameuses DAGE, un décalage de plusieurs mois sur l'écriture et sur la concertation, qui nous permet d'être beaucoup plus posé. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais quand même, l'effet que ça produit, l'impression que ça donne, c'est qu'un État reprend la main pour interrompre un processus plutôt vertueux de protection de l'environnement. Oui, le but c'était juste de décaler, c'était un moratoire provisoire qui permettait de décaler, de mettre les conditions pour avoir un vrai dialogue entre toutes les parties de la société, parce que ce dialogue n'était pas en cours au moment où ça a été décidé, donc au moment de la crise agricole. Donc le but était celui-ci. Depuis, je pense qu'on travaille dans des conditions beaucoup plus apaisées, avec une vraie écoute, et donc voilà, on s'en félicite en tout cas d'avoir pu obtenir ce décalage pour permettre de discuter, parce que ça a été dit plusieurs fois, le but de toute façon c'est bien de dialoguer avec tous les acteurs pour trouver les meilleures solutions. Alors Simon Porcher, de votre côté, qu'en pensez-vous? Ce moratoire, révélateur d'une crise dans cette gouvernance de l'eau? Oui, c'était assez surprenant parce que là, les acteurs locaux s'étaient mis d'accord en plus dans la Vilaine pour réduire les pesticides de façon ponctuelle à certains endroits, et donc il y avait un consensus local fort qui avait été atteint, et puis derrière un blocage du gouvernement. Alors ça renvoie probablement à des formes de lobbying qui se font au niveau national, et c'est ça aussi sur lequel je voulais insister quand je parlais de la gouvernance de l'eau tout à l'heure, c'est que en fait, malgré tout, il y a quand même des décisions qui sont décentralisées avec ces comités de bassin, mais il y a quand même, on est en France, et donc il y a une forme de jacobinisme. L'État central veut tout contrôler, et puis aussi le lobbying se fait au niveau des ministères, au niveau beaucoup plus central. Donc il y a un risque quand même aussi de détricoter des bonnes décisions vertueuses qui sont prises au niveau local par des acteurs qui sont contents de travailler ensemble. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Alors pour achever cette émission, je vous propose de faire un saut dans le temps avec l'apparition de la question écologique dans le débat politique français. C'était en 1974 avec la candidature d'un candidat justement considéré à l'époque comme atypique, René Dumont. Nous les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là parmi nous. Elle se trouve
dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins. On espérait tirer de ces eaux de la mer des ressources importantes. On pensait que ce serait le grenier de l'humanité de demain. Ce sont aujourd'hui nos poubelles, là où on jette tous nos détritus. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Alors, cette eau précieuse qui manquera, Simon Porcher, ça y est, on y est? Oui, en fait, les Nations Unies ont déclaré le monde en faillite hydrique. Donc on n'est plus dans une crise, ponctuelle qui amène à des réponses ponctuelles, comme on le fait d'ailleurs avec les arrêtés de sécheresse en été, c'est-à-dire on essaye d'utiliser moins d'eau pour pouvoir durer tout l'été et que chacun puisse avoir accès à l'eau au moins de façon partielle. On n'est plus du tout dans une crise, on est dans une faillite. Moi j'aime bien dire qu'on est dans une érosion en fait. On est dans un changement lent et il va falloir changer nos comportements aussi, et tout ce qui pouvait nous sembler utile ou nécessaire dans le passé ne le sera peut-être plus dans le futur. Arnaud Delestre, de votre côté, est-ce que vous ressentez cette fin d'un monde, cette fin de l'abondance de l'eau ? Il est évident qu'aujourd'hui, on connaît des situations plus que délicates sur la question d'abreuvement, bien sûr de l'eau potable, mais aussi d'abreuvement des animaux dans certains secteurs qui demandent vraiment d'anticiper ces besoins-là. Je pense qu'on a les moyens, encore une fois, on parle de à peu près 7% en France des surfaces qui sont irriguées, et pour produire demain, les plantes auront toujours besoin d'eau, quelle que soit leur façon quelle que soit la façon de les produire. Donc, comment est-ce qu'on peut, ensemble, en effet, réussir à travailler ce point-là sans opposer, et je pense que nous, on y travaille énormément aussi dans les chambres d'agriculture, agriculture, environnement et biodiversité. Je pense que tout est lié. Et aujourd'hui, quand on voit certains cours d'eau qui sont en effet à sec, la question, en effet, de la biodiversité, et c'est le rôle aussi d'un certain nombre de ces retenues collinaires, c'est de pouvoir aussi garder un étiage minimum pour permettre aussi à la biodiversité de mieux s'en sortir par ces sécheresses-là. Donc, voilà, il y a un besoin, en effet, d'être autour de la table, d'échanger beaucoup. Mais moi, je le ramène aussi quand même, je l'ai dit plusieurs fois, mais à la question de l'alimentation, qui est quand même cruciale aussi, et de notre dépendance ou notre indépendance par rapport à ce sujet. Alors, Nicolas Garnier, comment préparer les décennies à venir, justement, ces grandes politiques de l'eau, cette gouvernance de l'eau qu'on évoquait depuis le début de cette émission ? D'abord, pour finir par un message un peu positif, je crois que la crise qu'on vient de vivre, qui a 6 mois, ça fait 6 mois qu'on est dans cette crise à la loi à la fois agricole et de cette loi agricole, a probablement permis une première grande prise de conscience collective que le sujet de l'eau était devenu prioritaire, essentiel. Il y a d'ailleurs eu une mobilisation qu'on n'avait jamais vue. On a travaillé avec les associations de consommateurs, les ONG, avec le monde agricole, en particulier la PCR. Pour la première fois, le sujet de l'eau a l'air de prendre enfin la dimension politique qu'elle devrait être, c'est-à-dire peut-être la première question du pays. Désolé, j'insiste un peu, mais avant la question des retraites, de la militarisation, de la manière dont on va produire l'électricité en France. Donc il y a cette prise de conscience qui est quand même très intéressante, très importante. La question, effectivement, est-ce qu'on saura, par le fait politique, résoudre la question de l'eau? Tout à l'heure, vous parliez de ceux qui ne voulaient plus respecter la réglementation. Nous, on a tendance à penser que ce sujet est un vrai sujet de gestion de la cité, au sens politique du terme, et il faut qu'il retrouve cette dimension politique. Il se trouve qu'on rentre dans une séquence qui s'appelle les présidentielles. La grande question qu'on a envie de poser à tous les candidats, proposerez-vous une grande politique de l'eau dans le quinquennat qui arrive? Ceux qui répondront pas à cette question, à mon avis, feront une grave erreur, parce qu'on va se retrouver effectivement dans une crise et dans une guerre qu'on peut encore éviter, à condition qu'on s'approprie enfin sujet. La dernière loi sur l'eau date de 2006. C'est-à-dire avant les canicules, avant les incendies, avant les crises, etc. Il est temps que le pays se dote d'une vraie politique de l'eau, et probablement l'Europe, pour laquelle là aussi il y a beaucoup à dire, qui résoudrait la question de quels enjeux, quels objectifs, quelles responsabilités, quels moyens, et globalement, quelle gouvernance? Et c'est 5 questions auxquelles il faut répondre très très vite. Alors, ces questions seront traitées sur cette antenne, n'en doutons pas. Alors merci à tous les trois, Simon Porcher, Nicolas Garnier, Arnaud Delestre, d'avoir été au micro de Questions du soir. Et grand merci aux équipes d'ici, Auxerre, et notamment Kylian Gaudry, qui ont rendu possible cette émission. Merci aussi à toute l'équipe qui a préparé ce numéro de Questions du soir. Tom Hunenstock, Aloïs Guérin, Adèle Triol, Colline Guillot, Juliette Maulic. À la réalisation, Léa Racine, à la technique, Dali Yaha.